débat avec Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Bonjour Karl. Bonjour Brigitte. Et avec Éric Decouty, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonjour Brigitte. Bonjour Éric. Alors vous êtes venu avec, j'allais dire votre livre, pas du tout, avec le livre « Un président ne devrait pas dire ça », donc un peu plus de 660 pages, écrit par nos confrères du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, consacré au récit du quinquennat de François Hollande. Est-ce qu'il a eu raison finalement, François Hollande, de se livrer à ce genre d'exercice? Évidemment non. Mais malgré tout, j'entends depuis 2 jours un tombereau de critiques. Reprenons l'histoire dès le début. Moi, je trouve qu'il le décide, si j'en crois. Moi, je ne l'ai pas tout lu, le livre encore, mais je l'ai commencé, il fait 600 pages. Et je ne suis pas sûr d'aller au bout, je vais faire l'effort. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, je vais travailler avec des journalistes supposé d'investigation pour montrer la transparence d'une présidence. Donc ça part d'une intention qui est finalement assez louable dans l'esprit. Il y a l'opacité du pouvoir, etc. Je vais essayer de montrer, aider à comprendre les coulisses du pouvoir. Donc pourquoi pas? Ça part encore une fois d'une intention assez louable. Mais quand on voit le résultat, quand on voit je pense qu'il y a au bout du compte, et je n'ai pas tout lu, mais dans ce que j'ai lu et dans ce que j'ai entendu des exégèses, il y a un discrédit de la fonction. Parce que l'opération de communication n'est pas maîtrisée jusqu'au bout, peut-être? Mais c'est quelle communication déjà? Communication. Si c'est pour montrer la transparence du pouvoir, pour montrer le fonctionnement du pouvoir, pourquoi pas? Là, on a finalement une espèce de chronique quotidienne où on parle des joueurs de foot qui ont un petit poids dans le cerveau, dans la tête, on parle de ci, de là. C'est à bâton rompu, ça n'est absolument pas, non seulement maîtrisé, mais on a l'impression qu'au départ, il ne sait pas ce qu'il veut dire, il ne sait pas ce qu'il veut montrer. Et encore une fois, le résultat est que, candidature ou pas, la fonction présidentielle, il y a le corps du roi, le roi et le corps du roi. C'est que François Hollande... Non mais sérieusement, le discrédit de la fonction présidentielle... Oui, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. On est dans ce fonctionnement-là, Buisson ou pas, il y a la représentation. François Hollande n'est pas François Hollande. Quand il est élu président de la République, il est l'incarnation de la République française. Président, on l'entend sous la Ve République. Et là, oui, c'est comme ça. Et là, aujourd'hui, c'est au bout du compte, il y a une forme de discrédit, c'est pas nouveau, de discrédit de la fonction présidentielle. Et juste un mot, c'est que, et j'en aurais fini sur ce chapitre-là, c'est que François Hollande, depuis le début, depuis 5 ans maintenant, même à chaque fois, on peut considérer qu'il y a des intentions, il y a des idées, il y a une volonté qui est louable, mais à chaque fois, ça se casse la gueule, à chaque fois, ça rate. Il ne réussit rien. C'est raté pour vous cet exercice ou c'est un moyen peut-être de purger le bilan? Hollande ne réussit rien. Il a tout résumé, pardon. Non, il n'y a aucun bénéfice à tirer pour vous non plus de cet exercice-là? Non, je crois Une forme de sincérité peut-être? Je crois que l'intention, on la voit, et la réalisation est totalement foireuse, parce qu'il n'a rien maîtrisé. En fait, le problème, c'est que François Hollande croit maîtriser les choses. Il faut replacer, depuis le début, les 2 journalistes lui proposent de faire un livre sur son quinquennat, avant même son élection, hein, en avril 2012, avec l'idée de se voir régulièrement et de ne pas relire, oui, même au moment de la déclaration de candidature. Il en accepte le principe. Le problème, c'est que je pense que dans sa tête, il s'imagine que ça sera un livre qui sortira janvier-février 2017, au moment où lui pourrait lancer sa candidature, parce qu'il est totalement dans l'idée de refaire ce qu'avait fait Mitterrand en 88, une déclaration de candidature assez tard, et puis finalement une France unie, et un livre qui va raconter son quinquennat en majesté. Sauf que, comme il le dit souvent, rien ne se passe comme prévu, c'est-à-dire que le livre sort plus tôt, François Hollande édicte des règles, mais s'en affranchit immédiatement, c'est-à-dire qu'à peine il a signé avec eux, qui signe avec 2 autres journalistes, Antonin André et Karim Rissouli, qui sortent un livre avant. Il parle trop il parle beaucoup trop. Et puis il parle... ce que dit Éric Decouty, ça serait un livre pour décrypter comment les décisions se prennent. Ça serait intéressant. Mais c'est pas ça. Si c'était ça, il serait allé interroger le secrétaire général de l'Élysée, les conseillers, les ministres, pour aller voir... Alors attendez, comment ça s'est passé? Quel jour, telle réunion? Là, c'est pas ça. Là, c'est François Hollande qui nous décrit comment il est, ce qu'il pense de Manuel Valls, ce qu'il pense des Verts, hein, des emmerdeurs, des cyniques, ce qu'il pense de Sarkozy. C'est-à-dire que quoi, il apparaît comme une sorte de commentateur de son propre récit, de sa propre vie politique. Un assez médiocre commentateur en fait, parce que il n'y a pas dans ce que j'en ai lu à travers la presse et dans ce que j'ai lu du livre, c'est un peu café du commerce. Hein. Il y a quelque chose d'assez ordinaire, d'assez banal, les Verts, ceci, cela. Je trouve que, en plus, il y a un effet de sens hier qui m'a choqué au sens qui m'a interpellé. Il y a le livre qui sort avec les extraits et il y a l'interview. Nouvel Obs.
Quand on lit l'interview dans l'Obs, très formaté, et il y a un décalage entre les deux propos, avec un qui est totalement inaudible, personne ne retient de ce qu'il a dit à l'Obs, c'est-à-dire il n'a pas dit grand-chose, et puis la succession de petites phrases dans le... Donc on voit bien, il y a finalement une vacuité dans le discours, dans le propos politique de François. C'est très intéressant, parce qu'au fond, on peut faire le parallèle avec le livre de Patrick Buisson sur Nicolas Sarkozy. Pourquoi ces livres nous fascinent et sont passionnants? C'est parce que des journalistes et un ancien conseiller de président ont capté une vérité des hommes. Et c'est une vérité que ces hommes cherchent à cacher dans leurs paroles publiques. Parce qu'on se rend compte que ce qui est dit dans ce livre, au fond, quand François Hollande dit ouais, il y a trop d'immigrés quand même en France, il ne l'a jamais dit publiquement. Il y a un problème avec l'islam. Il dit l'inverse publiquement. Et donc, au fond, c'est ça qui est passionnant, parce qu'en fait, c'est ce qu'il pense. Parce qu'il n'imagine pas, évidemment, quand il le dit, que ça va être reproduit comme ça, parce qu'il essaye après de dire, au fait, les propos, je pourrais corriger. Et il n'a pas vraiment mené de politique pour aller dans ce sens-là non plus. Non. Et alors après, on a des propos, juste un exemple, remaniement ministériel en mars-avril 2014, où c'est Emmanuel Valls qui est nommé à la place de Jean-Marc Ayrault. Ils font parler Emmanuel Valls, mais c'est hallucinant. Emmanuel Valls qui dit le dimanche soir, j'ai appelé François Hollande pour lui dire, bon maintenant, tu annonces ma nomination. Ah oui, tu crois que je vais faire ça? Oui, tu fais ça. Et après, il dit aux journalistes, bah, François Hollande, ça marche si on lui met le couteau sous la gorge. Alors moi, je crois qu'il y a autre chose. Moi, on est tous à peu près d'accord sur ce constat-là. Je pense que malgré tout, dans le plan de carrière de François Hollande, le 12 octobre, c'était le 12 octobre hier ou le 13 octobre le 12. Et le 12 sera une date historique avec un petit H dans le parcours de François Hollande vers la présidentielle de 2007. Je pense que ça a scellé, c'est un moment de basculement. Mais au fond, je pense que... Quelles conséquences vraiment ça peut avoir sur les Français, sur les électeurs? Est-ce que vraiment les électeurs vont s'attacher à ça, vont retenir quelque chose? Ça ne vaut pas grand-chose, mais je prends un taxi hier soir, il allume la radio, 21h, il me dit on discute, qu'est-ce que vous faites, vous êtes gentil. Il écoute le truc et il me dit mais c'est quoi cette histoire? C'est vrai ce qu'il a dit? Je lui dis oui, c'est vrai, c'est tout ce qui est là est vrai. Il me dit non mais c'est pathétique, il a que ça à faire. Et c'était, je pense que l'essentiel des gens, c'est à part ceux qui sont convaincus avant toute chose, je pense que pour les gens, il y a une lassitude, il y a une espèce de ras-le-bol. Et puis encore une fois, dire mais le mot c'est pathétique. Et je crois que le mot c'est pathétique et je crois que les gens vont retenir, même ceux qui peuvent avoir de la sympathie à l'égard de François Hollande, je crois que c'est ça qui retient. Alors il y a les idées, il y a la déchéance de nationalité, il y a l'islam, l'immigration, il y a aussi les femmes du président. Est-ce qu'il faut parler de sa vie privée quand on est un chef de l'État? Est-ce qu'il faut l'exposer comme lui l'aura fait tout au long de ce quinquennat? Encore un exemple, François Hollande édicte une règle. La vie privée reste dans le domaine privé. Il le dit après l'histoire du tweet de Valérie Trierweiler. Donc je ne parlerai plus de ma vie privée. Et qu'est-ce qu'on voit? À Davet et à l'homme, il parle de sa vie privée, il parle de ses femmes. Je ne peux pas croire qu'il ait oublié à quelque moment que ce soit que chaque fois qu'il les rencontrait, c'était pour un livre. Il le savait, c'était des conditions qui avaient été fixées. Et on peut faire confiance à David Hollande pour le lui rappeler. Ce qu'il y a, c'est que habilement, les deux journalistes l'ont sorti du contexte de l'Élysée. En le recevant à dîner. Qu'ils l'ont reçu à dîner. C'est une erreur. Voilà. Non, mais moi, pour reprendre ce que dit François Fillon, vous imaginez le général de Gaulle aller dîner avec deux journalistes qui préparent un livre sur lui? Non, enfin, il y a un moment, il faut... Non, mais moi, je trouve ça, cette histoire de dîner, il y en a eu 7 ou 8, je crois. Enfin, 8 dîners, a priori, c'est ça. J'ai l'impression qu'on tombe sur la tête. Moi, je suis bien pour nous journalistes. Enfin, je trouve ça. Tous les journalistes ont des déjeuners de travail. Il peut y avoir des dîners de travail pour parler d'un livre. Oui, tout est possible. Là, moi, je vais pas faire le déontologue, mais à son domicile, je trouve ça très curieux. Dans tous les cas, c'est pas un livre d'investigation. Hein. On est dans un livre où finalement, je vais quand même le lire jusqu'au bout. Mais il faut, oui, bien sûr, c'est la chronique de la vie quotidienne de François Hollande en son palais, et en ses amours, en ses petites réflexions, en son admiration, en son amour pour le football, etc. Voilà, cet épisode de la vie privée, il a aussi une conséquence, c'est ce fameux terme sans-dents, puisque ça a fait réagir aussi Valérie Trierweiler via un tweet. Est-ce que ça, c'est pas encore plus ravageur? On commente tous, et puis voilà, ce livre qui aurait pu être, comme le disait Éric de Couty, le moyen de redémarrer ou de lancer une campagne en disant voilà tout ce que j'ai fait, voilà comment je l'ai conçu, voilà pourquoi je l'ai fait. Vous voyez, ce qu'on en retient, c'est voilà les sans-dents. On revient sur cet épisode et où
Malheureusement pour lui, Valérie Trierweiler sort l'élément de preuve, si on peut le croire. Mais je vous signale que dans le livre de Valérie Trierweiler, elle faisait dire aussi à François Hollande, quand elle avait fait une interview au Monde, il était enragé en disant non, Le Monde, c'est mon journal. Ah oui, on retient les cendants, les commentaires de football, voilà ce qu'on retient. Je pense, encore une fois, les juges. Il dit sur les juges, c'est encore une fois, on en reparlera, Brigitte, sans doute ici. Je pense que ce moment-là, pour François Hollande, quand Karl disait il comptait avancer, lancer sa campagne, je pense qu'il a reculé de 50 cases pour pas dire. Donc on retiendra la date du 12 octobre, comme vous nous le disiez au début. Merci Éric de Couty, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Carl Lewis, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Vous restez un petit peu, mais si on va parler économie, tout de suite, faut-il sauver les chantiers navals d'STX à Saint-Nazaire?